Bonjour à tous. Au sommaire de ce numéro, d'ailleurs dans le monde, la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, près d'un an après les élections, qu'en est-il de la coalition au pouvoir? Et pourquoi l'insécurité dans la province du Kivu peut déstabiliser toute la région? La seconde partie de l'émission sera consacrée au 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, M. Michael Grau, nous a accordé une interview exclusive. Pour en parler, je suis avec le docteur William Agblonon, politologue. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Fatim. Et de Thomas Guessambi, journaliste et aussi spécialiste des questions internationales. Bonjour Thomas. Bonjour Fatim. Messieurs, avant de décrypter la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo, je vous propose un rappel des faits très détaillé d'Elilou Souko. La République démocratique du Congo est en proie ces dernières années à des troubles à la fois politiques, ethniques, sanitaires et sécuritaires. Mardi dernier, 10 civils ont été tués par armes blanches et d'autres par armes à feu dans la région de Beni, dans l'est de la RDC. Une attaque perpétrée par la milice d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées selon des sources locales. Samedi dernier également, dans le village de Louemba, une autre milice Mai Mai a été pointée du doigt à la suite de l'assassinat d'un journaliste, Papi Mumbere Mahamba, âgé de 35 ans. Il était un agent communautaire engagé dans la lutte contre le virus Ebola, dont 3000 cas et plus de 2000 décès ont été enregistrés en RDC selon l'OMS. Le comité d'urgence a décidé que l'épidémie actuelle d'Ebola continue de représenter un problème de santé publique de portée internationale. J'ai accepté cette recommandation. Le statut de santé publique mondiale sera donc maintenu pendant 3 mois supplémentaires. Dans l'est de ce pays, des centaines de groupes armés pullulent depuis plus de 25 ans et se battent pour des causes diverses. Les plus violents sont le M23, les FDLR, les ADF ou les groupes d'autodéfense, les Mai Mai ayant fait plusieurs centaines de morts. Épouvantés, plus d'1 million de personnes ont fui cette région où la faim s'aggrave. La RDC est donc enlisée dans la deuxième plus importante crise alimentaire au monde après le Yémen, d'après le Programme alimentaire mondial, le PAM. Pour reprendre le contrôle et mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays, les forces armées de la RDC ont lancé fin octobre des opérations dites de grande envergure. Environ 21 000 soldats ont été déployés à Beni contre près de 11 000 précédemment. Le 7 août dernier, une manifestation a eu lieu dans la ville de Beni pour réclamer une meilleure protection de la part de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. Nous sommes ici pour rencontrer le représentant de la communauté internationale ici à Beni. Nous venons avec une lettre. Il y a des recommandations qu'il doit respecter et faire le travail qu'il a mené en RDC. S'il n'est pas capable de faire son travail, nous allons dans un bref délai demander à la MONUSCO de quitter tout simplement le Congo. Nous allons rester ici. Après avoir mis fin au long règne de 18 ans de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi fait face à de grands défis. Le 5e président du pays francophone le plus peuplé doit impulser une politique de développement, relancer l'économie congolaise qui repose principalement sur les industries extractives, collaborer avec les bailleurs de fonds. Pour cela, il doit gagner la difficile bataille de la sécurité et créer des emplois pour la jeunesse dans un pays où le taux de chômage atteignait les 3,7% en 2018 selon les estimations de l'OIT. La RDC compte plus de 95 millions d'habitants et la moitié de la population a moins de 15 ans. Les élections présidentielles et législatives initialement prévues en novembre 2016 ont finalement eu lieu le 30 décembre 2018. Félix-Antoine Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC que l'on observe une transmission pacifique du pouvoir. Comment ce pays a-t-il réussi cette transition politique, docteur Agblonon? Alors d'abord, je ne sais pas trop si c'est une grande réussite. C'est évident que c'est une transition très machiavélienne, sans être machiavélique bien sûr, parce que démocratiquement contestable, sociologiquement efficace, je dirais, symboliquement paradoxal, et puis tout ça, à mon avis, relève d'une rationalité politique qui a eu un mérite extraordinaire de préserver la paix alors que tout le monde prédisait la guerre
et en même temps a eu le mérite d'une alternance politique. Sans être une grande démocratie, les Congolais ont su inventer un art de parvenir à une transition pacifique sans passer par une voie démocratique comme on l'entend au sens très pur du terme, mais en même temps tout en évitant la guerre. Donc je pense que c'est une transition machiavélienne. Pour moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu transition et que ce qu'on peut appeler contestation est inhérente à toutes sortes d'élections, mais aux faits et au constat, on remarque que les armes n'ont pas parlé après un scrutin et que naturellement, les institutions qui étaient mises en place pour déclarer le vainqueur ont déclaré naturellement Étienne Tshisekedi comme vainqueur. Alors le premier gouvernement justement du président Tshisekedi compte 42 ministres qui sont membres du FCC, le Front commun pour le Congo, qui n'est autre que la plateforme de l'ex-président congolais Joseph Kabila. 42 ministres sur 65. Qu'est-ce qui justifie une telle influence de l'ex-président Joseph Kabila? Thomas Guessambi. Merci Fatim. Pour même un mandat de 4 ans qui a tout son pesant d'or, combien à plus forte raison une présidence de plus d'une décennie, beaucoup plus précisément, comme on vient de le voir dans votre élément, 18 ans, ne laisserait pas des emprises. Donc je veux dire, Kabila gère une transition après le décès de son père, ensuite avec 4 vice-présidents, avec des velléités sécessionnistes, des velléités guerrières. Il arrive au bout du compte, en 2006, à gagner les élections et à rempiler un peu plus tard encore. Donc forcément, une telle gestion, forcément, une longévité de ce type peut laisser un ancrage dans la société. Et je pense que c'est tout à fait normal que cela soit. Et j'ai envie de dire que le nouveau président Étienne Tshisekedi ne donne pas dans la précipitation, ne donne pas dans la vengeance, ne donne pas dans la destruction de ce qu'on a pu observer dans bien nombre de pays où dès qu'on arrive, il faut effacer complètement les traces qui existaient. Il se donne du temps et sans doute que si Kabila a de l'impact véritable à travers des réalisations ou s'il a des impacts qui ont été construit de façon politique, le temps nous le dira, mais pour le moment, force est de reconnaître que M. Kabila, en cédant le pouvoir, a pu aussi garder le pouvoir à travers les élections sénatoriales et les élections provinciales. Alors sommes-nous face à ce qu'on appelle des alliances de circonstances? Et si oui, quel est l'avenir de cette coalition? Je pense que c'est d'abord une stratégie très intelligente que de se rendre compte que dans un pays qui jamais n'a été autant pacifié, c'est-à-dire on n'a jamais eu un pouvoir pendant 18 années, même s'il y a eu des contestations, depuis Mobutu, on n'a plus jamais eu un si long règne en RDC. Et si pour la première fois, quelqu'un reste au pouvoir pendant 18 ans et qu'il a réussi dans une certaine mesure l'unification du pays, je pense qu'il était du devoir du président Tshisekedi de reconnaître qu'il ne s'agit pas pour les Congolais d'opérer une rupture radicale. Parce que la rupture radicale, c'est ce que la RDC a connu depuis Mobutu. On finit avec l'ancien complètement et puis on recommence quelque chose d'autre. Donc je pense que c'est le refus de cette rupture radicale qui a été bien prise en compte par le président Tshisekedi, qui a compris que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Alors, est-ce pour autant qu'il faut penser que Kabila va dominer la vie politique jusqu'à la fin du mandat de Tshisekedi? Je ne pense pas non plus, parce qu'il a son agenda, il a son programme politique, il a sa stratégie, mais il commence d'abord par honorer des engagements. Des engagements sans lesquels, à mon avis, il n'aurait pu jamais venir au pouvoir. Et des engagements sans lesquels la transition n'aurait pas pu non plus être démocratique, ou du moins non plus être pacifique. Donc je pense que c'est un certain nombre de mesures qui ont été prises par les deux acteurs, qui ont compris qu'il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de la RDC et que cet intérêt passe par la pacification de la vie politique.
Alors la situation sécuritaire reste préoccupante, notamment dans la province du Nord Kivu, qui est située à l'est de la RDC et qui occupe 2,5% de la superficie du territoire. Alors cette carte doit nous aider à mieux montrer la limitation de cette province. Nous avons en fait au nord-est l'Ouganda, juste en bas nous avons le Rwanda, de l'autre côté de la frontière de Goma, juste à l'ouest le Maniema, et la province orientale qui monte jusqu'au nord. Alors selon le GIEC, qui est le groupement d'études sur le Congo, 1900 civils ont été tués de juin 2017 à juin 2019. Quels sont les acteurs internes à ce conflit, Thomas Guessombi? Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que les frontières, telles que nous les observons depuis 1885 de la RDC à la conférence de Berlin, a laissé de part et d'autre de la ligne sans doute une même communauté qu'on appelait les rwandophones, autant pour moi. Donc où on pouvait y avoir des Tutsis qu'on retrouve au Rwanda, au Burundi, et tout comme des Hutus qu'on pouvait aussi voir au Rwanda, au Burundi, à l'est du pays. Mais cela dit, la République démocratique Congo a connu deux grandes guerres. La première était uniquement que pour faire partie Mobutu en 1996. Mais une autre guerre va éclater en 1998 qui prendra plus de temps et qui fera beaucoup plus de dégâts. C'est la guerre qui part de Kivu, où naturellement des alliés, des partenaires qui ont aidé Kabila pour renverser Mobutu, à un moment donné, veulent avoir aussi la main sur le levier dans la gestion du deuxième plus grand État de l'Afrique, après l'Algérie, en termes de superficie, de la quatrième population la plus grande après le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, et naturellement le 11e pays le plus vaste au monde, qui fait 4 fois la France, qui fait 80 fois la Belgique. Donc voici un pays aux potentialités énormes qui pourrait, dans la géopolitique, dans la géostratégie, intéresser à la fois le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, qui n'ont peut-être pas toutes ces ressources-là. Donc cela dit, quand l'armée proche du président rwandais aide Kabila, cette armée-là ne se retire pas une fois que Kabila arrive au pouvoir. Il y a aussi l'Ouganda. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On a l'Ouganda qui va créer sa propre milice, qu'elle va financer, qu'elle va outiller, qui sera dirigée par Jean-Pierre Bemba. On a aussi une autre armée qui sera soutenue par le Rwanda, dirigée même par des officiers rwandais, mais qui, eux, il ne s'agissait pas pour eux simplement de chasser un homme, mais il s'agit pour eux, à partir de l'Est, qui est une zone extrêmement riche en minerais, de s'approvisionner aussi. Donc vous comprenez que de telle manière que ce qui se passe au Kivu n'est pas seulement un conflit inter-congolais, mais c'est un conflit stratégique à partir duquel l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi tirent leur maximum de richesses qu'ils ne pourraient pas avoir sur le territoire. Donc, là où il y a l'intérêt, ne me demandez pas si la vie humaine a de l'importance. Alors justement, vous venez d'énumérer des hypothèses, mais c'est vrai que la question qui reste en suspens, et vous la posez vous-même, c'est quelle est la nature de ce conflit? Sommes-nous face à un conflit ethnique, tribal, Thomas en parlait, de contrôle des ressources naturelles, voire des frontières, ou c'est un mélange à la fois de tout ça? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut bien regarder la carte. On se rend compte que nous sommes dans une région qui, depuis les années 1970, est en proie à des conflits. L'Ouganda, la rébellion en Ouganda, nous avons eu le premier génocide au Rwanda et puis le deuxième en 1994, on a eu la guerre au Burundi. Donc c'est une zone où nous avons des pays qui, depuis 1970, depuis les années 70, depuis donc plus de 30 ans, sont en proie à de la violence armée. Et en RDC, dont nous parlons, on se rend compte que nous avons à la fois des acteurs internes au Congo, donc qui sont impliqués dans ce conflit, mais nous avons également des acteurs qui viennent de ces États frontaliers, donc l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et dans une certaine mesure la Tanzanie, qui sont aussi impliqués dans ce conflit. Mais lorsqu'on observe encore un peu plus la zone, on se rend compte que c'est une zone
géologiquement stratégique parce que c'est une zone où vous avez les minéraux, vous avez l'or, vous avez le bois, vous avez tout ce qui intéresse le monde contemporain en termes de ressources du sol. Donc, comment voudriez-vous, comme le disait si bien mon ami Thomas, que dans cette zone, la vie des humains ait plus de valeur que ces minéraux? En réalité, je pense que c'est une zone dont dépendent dans une certaine mesure des enjeux qui ne sont pas que des enjeux congolais. Ce qui se joue dans cette région n'est pas que congolais. Ce n'est pas que les acteurs visibles qui sont impliqués dans ce conflit. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont beaucoup plus puissants qu'on ne le pense et qui sont complètement engagés dans ce conflit. Justement, est-ce que le Kivu est devenu la poudrière de l'Afrique centrale, selon vous? Mais pas seulement le Kivu. Peut-être que c'est le Kivu qui est aujourd'hui sous les projecteurs de l'actualité. Mais ce que je dois dire, c'est que l'histoire a tendance à se répéter en République démocratique du Congo. Voici peut-être une terre qui, au XVe siècle, est découverte par les Portugais, mais au XVIIIe siècle, ce sera plus l'affaire des Belges. Et vous verrez qu'au moment où on parle d'indépendance, il y a en même temps la période de la guerre froide, où il y a les Américains d'un côté, il y a les Russes d'un côté à qui Lumumba va faire appel pour mater, parce que les rébellions ne datent pas d'aujourd'hui, les velléités sécessionnistes ne datent pas d'aujourd'hui. Donc naturellement, lorsque le Rwanda pense que Mobutu a été quelque chose dans le génocide qu'ils ont connu et qu'en retour, il sera pour eux systématiquement de soutenir tout ce qui va contre Mobutu, ça donne ce que ça peut donner. Mais au-delà de ces aspects politiques et idéologiques, il y a que le veau va là où il y a le lait, donc les intérêts sont là où il y a la richesse, les minéraux. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que ce samedi 9 novembre 2019, eh bien, l'Allemagne célèbre les 30 ans de la chute du mur de Berlin. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, M. Michael Grau, qui nous a accordé une interview exclusive, dont voici quelques extraits. Ce samedi 9 novembre 2019, l'Allemagne célèbre le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Où étiez-vous le 9 novembre 1989 et quels souvenirs gardez-vous de cet événement historique? Moi, je suis un enfant de l'Ouest, dans le pays qui est connu comme République fédérale d'Allemagne. Donc je n'avais pas personnellement vécu dans l'Allemagne communiste, mais j'ai vécu ça dans une perspective occidentale. J'étais à l'époque entre deux postes à l'étranger au ministère fédéral des Affaires étrangères à Bonn, capitale provisoire, parce que Berlin, c'était sous zone occupation des quatre puissances, respectivement capitale de Berlin, de l'Allemagne de l'Est. Donc, on était à Bonn, à 500 km de Berlin, et quand j'ai appris les nouvelles dans la télévision, je savais tout de suite que j'étais au mauvais endroit, parce que j'ai vu les gens danser sur le mur, escalader le mur, fêter, et moi, j'étais là dans un petit salon à Bonn, loin de tout cela. En 1949, l'Allemagne est scindée en deux, avec d'un côté la République fédérale d'Allemagne et de l'autre la République démocratique allemande, la RDA. À quelle vision répondait la construction du mur de Berlin en août 1961? En 1961, Berlin, en fonction de son statut spécial d'occupation, était et restait le seul endroit où le rideau de fer entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest était encore perméable. Donc, dans tout le reste de la ligne, jusqu'en Autriche, avec Tchécoslovaquie, Hongrie, entre les deux Allemagnes, était déjà fortifié. Donc, les gens qui voulaient fuir le régime communiste n'avaient autre moyen que passer par Berlin. C'était toujours possible grâce au statut des quatre puissances, le régime d'occupation particulier. Et Berlin étant une île, ils ont pris l'avion pour arriver en Allemagne de l'Ouest. C'était une grande hémorragie, surtout de personnel qualifié, mais les gens avaient déjà marre en 61 de régime communiste. Ils ne croyaient plus que ça leur offrait des perspectives. Et c'est comme ça que les régimes d'Allemagne de l'Est, le régime communiste et l'administration militaire soviétique ont décidé de fermer ce trou, de boucler. Et c'est comme ça que c'était les premières pierres ont été posées pour ce qui est devenu le mur de Berlin.
L'Allemagne a été impliquée dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, vaincue, humiliée et divisée. Votre pays est aujourd'hui un modèle de réunification, un symbole même, et une puissance économique en Europe. Quels enseignements les pays africains peuvent tirer de votre expérience ? Merci pour cette question. On parle beaucoup de l'enseignement pour les pays africains, mais les premiers qui ont appris une leçon, c'était les Européens. Tous les Européens, et un résultat des leçons qui ont été tirées de ces événements guerriers, c'était l'établissement de l'Union européenne. Donc on savait qu'il faut que le futur, c'est dans l'unité, dans la médiation, dans la résolution pacifique des conflits, dans les compromis. Et le résultat, c'est l'Union européenne qui veut aujourd'hui être un facteur pacificateur, stabilisateur dans le monde. Ça en termes d'unité. La guerre ne paie pas. Évidemment, c'était clair avec les destructions et on cherche à d'autres choses. Union européenne, comme partenaire de l'Afrique aussi. Deuxièmement, vous avez invoqué aussi la question économique. Évidemment, l'Allemagne a créé un système qui s'appelle l'économie sociale de marché, évidemment basé sur une infrastructure industrielle, sur un savoir-faire industriel qui existait déjà, sur un bon système de recherche, de formation sur tous les niveaux, professionnels jusqu'à universitaire, investigation aussi, mais aussi avec un système fiscal très restributif qui a assuré l'existence et la permanence d'une classe moyenne importante. Il y a un article, le premier article de notre Constitution parle de la dignité humaine, et la dignité humaine, ça s'exprime pas seulement dans le sens abstrait, mais aussi dans les termes concrets, en assurant au plus grand nombre d'Allemands une vie en dignité aussi dans le sens matériel. Et c'est notre système fiscal, la division de séparation du pouvoir, etc., qui veulent contribuer à ça. Et évidemment, c'est un marché de travail très performant qui essaie de capaciter des gens et de leur offrir des possibilités de s'épanouir aussi. Merci de nous avoir reçus. Merci de ma part et merci de vous intéresser à cette date importante quand même, pas seulement pour moi, mais peut-être pour d'autres. Alors, on vient de l'entendre, hein, la guerre froide a divisé le monde en deux blocs, et pas que l'Europe, il y a aussi l'Afrique qui a été touchée. On le voit sur cette carte qui représente l'Afrique post-coloniale, hein, pour recontextualiser peut-être un peu les faits. Nous avons différentes couleurs qui représentent les précarés des anciennes colonies. En bleu, on retrouve bien évidemment les pays colonisés par la France. En vert clair, par la Belgique, on reconnaît aisément la République démocratique du Congo dont on parlait tout à l'heure. En vert foncé, les pays lusophones, donc colonisés par le Portugal. Et en orange, les pays colonisés par le Royaume-Uni. Et en rouge, encadré, il y a les pays qui ont choisi de rallier justement l'URSS et la Chine. On retrouve l'Angola, la Somalie, le Mozambique. Et rares sont ceux qui ont voulu avoir une approche pro-occidentale. Pour quelles raisons ? Est-ce la demande de Moscou de décoloniser le continent africain? Ou est-ce que l'idéologie communiste a pu séduire certains des leaders de notre continent? Alors, dans une certaine mesure, oui, le communisme a beaucoup séduit les intellectuels africains parce que intellectuellement, quand vous avez lu Marx, vous savez que c'est quelque chose de bien structuré. Donc, ça a beaucoup séduit les intellectuels africains. Et même les hommes politiques, la plupart des hommes politiques africains, dans une certaine mesure, jusqu'à la fin des années 50, ont été séduits par le communisme parce que, bien évidemment, comme vous l'avez dit, les partis communistes, les partis de gauche étaient ceux qui ont soutenu les mouvements de décolonisation en Afrique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les États africains, après, se sont ralliés à la Russie, enfin, à l'Union soviétique. C'est simplement parce que les enjeux stratégiques étaient tels que ce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'un bord, du côté occidental, ils pouvaient le chercher du côté de l'Europe de l'Est. Donc, ce dont profitait bien sûr Moscou, parce que ça arrangeait les Russes d'avoir des positions en Afrique. Ça a commencé avec Patrice Lumumba qui a demandé l'aide
de la Russie pour faire face à des enjeux de sécurité dans son pays. Donc, en réalité, cette guerre froide a volé une bonne partie de l'histoire de l'Afrique. Elle a privé l'Afrique d'une vraie mutation et elle a enfermé l'Afrique dans des logiques, dans des choix stratégiques qui n'ont pas été véritablement bénéfiques, malgré que la plupart des États africains se soient déclarés non alignés. Quel est l'héritage de cette politique Oui, Fatima, moi je veux beaucoup plus retenir une des questions très importantes pour moi que vous avez posée à Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Dans cette longue et tumultueuse cheminement, du moins marche, autant pour moi, de l'histoire de l'humanité, il y a ce qu'on appelait la temporalité. À un moment donné, c'était la bipolarisation. Il y avait le bloc occidental, il y avait le bloc russe. Mais certains pays n'ont pas attendu que le mur de Berlin s'écroule pour prendre leur destin en main. Il y a eu la conférence de 1955 de Bandung où il y avait 3 pays, je pense d'Afrique et des pays d'Asie, qui étaient les non-alignés, qui voulaient prendre déjà leur destin entre leurs mains. Ensuite viendra la chute du mur de Berlin. Je pense qu'en termes d'humiliation, l'Afrique n'a pas le monopole de continents ou de pays humiliés, mais certains ont su rebondir. Et je pense que logiquement, aujourd'hui en célébrant les 30 ans, où l'Allemagne s'est donné les moyens de se réunifier eux-mêmes sans compter sur l'extérieur, parce que cela a surpris Mikhail Gorbatchev, lui-même qui avait levé un peu le pied, cela a surpris pas mal de présidents. Donc l'Afrique doit savoir que l'humiliation n'est pas... C'est la volonté du peuple. Bien entendu. Merci beaucoup. Messieurs, merci de votre contribution. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée sur Radio Côte d'Ivoire dès demain, dimanche à 11h05. Et on se quitte comme chaque semaine avec une citation, celle de Neville Chamberlain. Dans une guerre, quel que soit le camp qui puisse se déclarer vainqueur, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Excellent week-end et à samedi prochain.